Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Tout d'abord, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie du numéro 238, disponible en kiosque, sur abonnement, version papier et PDF, comme tous les mois. Dans ce numéro-là, nous vous proposons plusieurs gros dossiers. Tout d'abord, un dossier autour du langage Go, avec toutes les dernières nouveautés, pour faire un petit peu le point et voir un petit peu où va le langage. D'autre part, un dossier DevOps, alors sujet récurrent dans Programmé. Et dans ce sujet-là, vous allez trouver un petit peu du DevSecOps, et vous allez voir comment, au niveau du CI/CD, on travaille le sujet autour de GitHub et de GitLab. Et on va aussi aborder les problématiques autour de PowerShell DSC et comment ça rentre dans le cadre du DevOps. Autre sujet intéressant, les React Hook. On va aussi parler des ESP32 dans le monde de l'IoT. On continue notre série autour de Git, l'usage de Git, un petit peu d'SQL en mode avancé et les tests avec un service gRPC. Le tout en Go. Côté C++, on va parler d'appels de fonctions. Et enfin, on poursuit là aussi le gros dossier autour de la concurrence en Java. On va aussi aborder comment les développeurs et les designers peuvent travailler ensemble et comment on va fluidifier un petit peu ce travail et tous ces process entre l'interface et le monde du code. Et enfin, Christophe nous parle un petit peu des modèles, des différents modèles de développement que l'on va avoir côté Azure, côté Windows et côté .NET, parce que parfois, effectivement, le développeur a un petit peu tendance à s'y perdre, et d'ailleurs avec raison. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 mars, se tenait la conférence NyangCon à Criteo, donc à Paris, et il y a un sujet qui était pour moi très intéressant, parce que ça fait jamais de mal de s'en souvenir un petit peu, c'est rappeler que quand on exécute des piles techniques ou des runtime, notamment au niveau d'un système, qui soit un système mobile, desktop ou serveur, c'est strictement la même chose, on va traverser un certain nombre de couches. Et quand on regarde un petit peu la structure d'un Windows, mais c'est pareil avec tous les autres systèmes, au bout du compte, grosso modo, vous allez avoir deux modes. Donc le user mode et le mode kernel. Donc le user mode, donc plus proche effectivement de l'utilisateur, donc on va être dans un niveau un petit peu plus haut. Et dans les basses couches, évidemment, on va avoir le kernel mode. Et on constate que on a des couches à traverser depuis l'interface jusqu'au niveau du kernel, dans toute la couche d'exécution kernel et tous les services qui sont autour du kernel. Et quand on met un petit peu en perspective tout cela, on voit que quand on parle de .NET, .NET, donc c'est une surcouche quand même de couche Windows, et que ce soit le .NET Core, la CLR, le framework, on va se situer vraiment dans le user mode, au bout du compte, au-dessus des sous-systèmes de DLL. Et donc, on comprend tout de suite que là, on va être obligé de traverser toutes ces couches-là pour pouvoir effectivement faire de l'exécution du code. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien avoir en tête. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on oppose du manager, donc du code interprété pour faire simple, et du code natif, on s'aperçoit que le code interprété va traverser plus de couches système que le code natif, parce que par définition, le code natif sera plus proche du mode kernel, donc des couches basses, donc il aura moins de couches techniques effectivement à traverser. Et ça, c'est toujours un avantage. Et surtout, une des grosses différences qu'il ne faut jamais oublier quand on parle d'interpréter et de compiler, donc compiler sous-entendu natif évidemment,
c'est que l'interprété a besoin de quoi? Il a besoin d'un runtime d'exécution. Sans ce runtime, effectivement, on ne peut rien faire du code. Donc ça, c'est quand même effectivement un élément qu'il faut bien avoir en tête. Quand vous allez faire un appel de fonction, tout simple, depuis effectivement une application, donc vous avez votre application vraiment au plus haut niveau, ensuite des appels d'API et de DLL quand vous êtes dans le monde Windows, mais le modèle va rester le même que l'on soit en macOS, que l'on soit en Linux, etc. Donc là, on est vraiment au niveau du user mode. Donc on a notre application, on a l'appel au ms corelib.dll, ensuite on a un appel au kernel 32.dll, puis encore un appel, donc là on est vraiment au sysenter et au syscall au niveau de liaison entre le use mode, entre le user mode et le kernel mode. Et là, effectivement, on constate que quand on va traverser effectivement ce fameux ntdeal.dll, là, pareil, on va arriver dans d'autres couches pour pouvoir enfin arriver au niveau du noyau. Donc là, on voit que l'on a effectivement pas mal de surcouches effectivement que l'on traverse depuis son application jusqu'au niveau des fondations techniques de son système. Et quand vous appelez, enfin quand vous utilisez un code interprété, pareil, un code interprété va obligatoirement traverser beaucoup plus de choses qu'un code natif. Pour faire très simple, quand vous allez initialiser la CLR, donc la CLR, là c'est par rapport effectivement à .NET parce qu'on est dans un contexte Windows, on va grosso modo avoir 5 étapes. Déjà, on va faire le setup, la configuration de la structure des composants liés à la CLR, donc à notre couche .NET. Puis on va initialiser le corps. L'initialisation du corps va aussi initialiser, lancer tous les composants, composants haut niveau, composants bas niveau, qui vont être liés au .NET Core ou au .NET Framework selon la version que l'on a. Ensuite, on démarre réellement les composants. Et après, donc en phase 4, on va démarrer les composants principaux qui vont être par exemple le ramasse-miettes. Et enfin, la phase 5, c'est l'initialisation finale, donc en fait c'est le setup final du runtime qui va être prêt à ce moment-là à accueillir votre code interprété que le runtime.net va pouvoir effectivement exécuter en tant que tel. Donc on voit bien que quand vous allez utiliser un runtime, que ce soit un runtime.net, un runtime Python, du runtime JS, etc., on voit bien que tout va se passer au niveau de ce fameux runtime. Et donc si votre runtime n'est pas optimisé, si les librairies ne sont pas optimisées, vous allez perdre effectivement du temps, énormément de temps par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que à chaque nouvelle version, en général, et je pense effectivement à tout ce qui est .NET, tout ce qui est Java, on indique souvent dans les release notes que on optimise, on va améliorer, on change une partie du moteur, on améliore les performances de tel ou tel composant de la JVM, ou même du JIT, en fait, tout ce qui est de la compilation juste à temps, qui va nous permettre de gagner du temps, effectivement, de compilation. Tout ceci, ce n'est pas anodin, parce que il est très difficile d'optimiser runtime, vraiment pour toutes les plateformes. Donc là, effectivement, on va quand même avoir un problème
d'optimisation au fur et à mesure, parce que parfois on a du mal, que les processeurs changent et que surtout les systèmes changent. Donc vous êtes toujours obligé au fur et à mesure de réadapter un petit peu toutes vos couches de runtime. Alors si on prend là encore une fois la partie purement .NET, ben, en fait on s'aperçoit que .NET est fait majoritairement quand même en C++. Si on regarde que les fichiers de code pur, en fait les fichiers qui sont liés au runtime à l'environnement .NET, ça représente grosso modo 1500-1700 fichiers pour le code source. Et quasiment la moitié de ces codes sources sont écrits en C et C++. Donc on voit bien que le langage natif est très utilisé dans ce genre de choses parce que c'est lui qui va être directement interprété par la machine via le système. Et après, on va retrouver un certain nombre de rustines, un certain nombre de codes en Perl, parfois en Python, et même en assembleur pour finir la glue avec les couches basses. Donc on voit bien que le défi aujourd'hui des langages interprétés, c'est vraiment comment on va améliorer la vélocité, comment on va améliorer les performances de ce runtime d'exécution. On peut toujours améliorer la pré-compilation, donc tout ce qui est JIT. Effectivement, on peut améliorer la syntaxe en la simplifiant, mais à un moment donné, le problème va rester le même, c'est comment on travaille le runtime. De toute manière, on ne pourra jamais être plus proche de la machine, plus proche du bas niveau système qu'en natif. Hormis effectivement avoir un système remplacé uniquement par le runtime langage, on aura de toute façon un problème d'architecture parce que, encore une fois, on va retomber dans le natif, donc le compilé, le natif, versus l'interprété, le manager. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les architectures Java, les architectures .NET et tout autre langage effectivement interprété, de toute façon, on va retomber dans les mêmes problèmes. Et le problème, il s'appelle le runtime. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer.